Dans les grandes capitales occidentales, les gouvernements convoquent des réunions en urgence. Non, il ne s'agit pas de querelles tarifaires, mais d'usines qui s'éteignent faute de matières premières. Les écrans de Londres et de Wall Street s'illuminent de rouge, les courtiers paniquent, les appels se multiplient. En Allemagne, en France et jusqu'aux États-Unis, les chaînes d'approvisionnement se brisent net. Pendant des générations, l'Occident a vécu avec la certitude que l'Afrique livrerait sans fin ses richesses abondantes, peu coûteuses, malléables. Cette croyance s'est effondrée d'un coup. 10 pays africains, presque à la queue leu-leu, ont décidé de fermer les vannes. Uranium, lithium, cacao, café, bois et chrome, ces trésors vitaux pour l'économie mondiale, ne filent plus automatiquement vers les ports occidentaux. Cette fois, ce n'est pas le continent africain qui chancelle, mais bien les puissances occidentales. Les réseaux électriques de l'Europe vacillent, les temples de la tech en Californie suffoquent et les usines automobiles de Détroit se retrouvent au bord du gouffre. Leurs talons d'Achille longtemps cachés éclatent au grand jour, une dépendance viscérale aux ressources africaines. Dans chaque conseil d'administration, comme dans chaque bureau ministériel, une interrogation glaçante circule implacable: que s'est-il réellement produit? Et surtout, quelle issue nous reste-t-il? Dans cet épisode cap sur la Namibie. Le lithium y est devenu l'équivalent moderne du pétrole d'hier. Sans lui, pas de voitures électriques, pas de téléphone intelligent, pas de batterie capable d'alimenter l'énergie verte. Bref, c'est l'artère battante du XXIe siècle. Et la Namibie a décidé de frapper du poing sur la table. En 2023, ses dirigeants ont imposé une règle aussi claire que déroutante pour les multinationales: fini l'exportation brute. Quiconque veut mettre la main sur le lithium namibien devra d'abord investir dans des usines locales, raffiner le minerai sur place ou nouer des partenariats directs avec le pays. Cette décision a fendu la carte des échanges mondiaux comme un coup de hache. Les géants de l'automobile de Tesla à Volkswagen et les mastodontes des batteries en Europe et en Asie ont été pris au piège d'un dilemme brutal: investir en Namibie ou courir désespérément derrière des sources alternatives de plus en plus introuvables. En un seul mouvement, la Namibie a renversé la logique d'un simple fournisseur muet. Elle s'est hissée au rang de gardienne de l'économie verte. Les capitales occidentales aiment déclamer les grands sermons sur la durabilité, l'équité et la transition écologique. Mais dès que Windhoek a exigé que son peuple goûte réellement aux bénéfices du lithium, les salles de conseil ont tremblé. L'illusion s'est effondrée: prêcher un futur vert, oui, à condition que les Africains ne réclament pas leur juste part. La Namibie n'a pas bronché. Pour ses dirigeants, le lithium n'est pas une simple roche brillante, c'est une arme stratégique, un levier capable d'arracher investissements, emplois et usines sur son propre sol. En traçant une frontière claire, le pays a verrouillé l'avenir. La révolution des voitures électriques et des énergies renouvelables ne sera pas une nouvelle histoire où l'Afrique se dépouille, tandis que d'autres empochent. Désormais, Windhoek se présente non plus comme un pion sacrifié sur l'échiquier mondial, mais comme un véritable partenaire. Et l'Occident, qu'il le veuille ou non, doit jouer la partie avec les règles dictées par la Namibie. Passons maintenant à la Côte d'Ivoire. Près de 4 tablettes de chocolat sur 10 dans le monde commencent leur vie dans ces plantations. Qu'il s'agisse de Hershey's ou de Ferrero Rocher, leur douceur trouve racine dans la terre ivoirienne. Pourtant, ironie cruelle, pendant des décennies, le pays n'a récolté que des miettes, pendant que les multinationales occidentales engrangeaient des milliards. Ce déséquilibre historique arrive enfin à son terme. Abidjan a décidé de verrouiller la sortie du cacao brut et d'injecter des capitaux massifs dans la transformation locale. L'ambition est limpide: grimper la chaîne de valeur, produire du chocolat sur place torréfié, broyé et emballé en Côte d'Ivoire même.
Résultat des emplois surgissent, des usines prennent racine, et une part bien plus large des bénéfices reste dans le pays. Désormais, au lieu de filer vers Zurich ou Bruxelles, la richesse commence à s'ancrer à Abidjan. Les géants du chocolat sont placés devant une équation inconfortable. Investir localement aux côtés des Ivoiriens ou perdre l'accès au cacao bon marché. Et au fond, la vraie interrogation est brûlante. Pourquoi ceux qui fournissent l'essentiel du cacao mondial devraient-ils rester les éternels exclus de l'opulence chocolatée? Pourquoi donc ceux qui sèment et récoltent les fèves essentielles devraient-ils croupir dans la pauvreté, pendant que les écrans publicitaires en Occident vendent le chocolat comme l'incarnation du luxe et du plaisir? La décision ivoirienne dépasse largement la stratégie économique. C'est un acte de justice. L'Afrique refuse désormais d'être reléguée au rôle de fournisseur anonyme de douceur. Elle revendique sa place au banquet mondial, non pas comme figurante, mais comme puissance chocolatière affirmée. Direction le Congo. Si le lithium peut être vu comme le sang qui irrigue l'économie verte, alors le cobalt en est l'ossature. Sans lui, pas de batterie performante, pas de smartphone dernier cri, pas de véhicules électriques. Or, la République démocratique du Congo concentre à elle seule plus de 70% des réserves mondiales. Depuis des années, les géants de la technologie ont bâti leur empire en silence. Sur les mines congolaises, l'iPhone d'Apple, les batteries de Tesla, les écrans de Samsung, tout cela puise ses racines dans le sol congolais. Et pourtant, paradoxe cruel, le pays demeurait pauvre. Le cobalt et le cuivre qu'on en arrachait s'envolaient à vil prix pour être transformés en Europe ou en Chine, là où les véritables profits explosaient. Pendant ce temps, les villages voisins aux mines récoltaient pollution et exploitation, jamais la prospérité. Mais la donne change, Kinshasa impose désormais que les minerais soient traités sur place. Fini les cargaisons brutes sans valeur ajoutée. Pour les multinationales occidentales et asiatiques, c'est un choc, les coûts grimpent, le contrôle s'effrite et elles n'ont plus qu'un choix. Bâtir des usines au Congo ou payer le prix fort. Pour le pays, c'est bien plus qu'une loi, c'est une justice tardive. Comment accepter qu'une terre aussi riche reste appauvrie? En reprenant la main sur le cobalt, le Congo n'est plus un simple fournisseur, mais un pivot incontournable de l'économie mondiale des technologies et de l'énergie. Le message est clair, les symboles de la modernité, nos voitures, nos téléphones, fonctionnent désormais aux conditions dictées par le Congo. Voici le tour du Zimbabwe. Ce pays figure parmi les grands maîtres du chrome, ce métal indispensable à l'inox et aux alliages de pointe. Pendant longtemps, le scénario fut d'une banalité désarmante. On extrayait le minerai, on l'envoyait à l'étranger à vil prix et ailleurs, dans les fonderies occidentales ou asiatiques, on en tirait de l'acier rutilant, tandis que le Zimbabwe, lui, ne récoltait que des miettes. Mais la musique a changé. Ces dernières années, Harare a claqué la porte aux exportations brutes. Résultat, les compagnies n'ont plus le choix, elles doivent ériger fonderies et usines de transformation sur le sol zimbabwéen. La logique est limpide, si notre chrome façonne vos industries, il doit aussi faire grandir la nôtre. Et déjà, les preuves s'accumulent, des installations flambant neuves surgissent, des emplois naissent, et la valeur reste enfin au pays. Les industriels occidentaux, habitués à siphonner du minerai pas cher, affrontent désormais un dilemme: payer plus ou s'éloigner. L'époque des cadeaux miniers est terminée. Pour le Zimbabwe, la question dépasse les finances, c'est une affaire de fierté et d'identité. Trop longtemps réduit au rôle de carrière à ciel ouvert, le pays proclame aujourd'hui: nous ne sommes pas seulement des fournisseurs, mais les architectes de notre propre avenir industriel. Cap sur le Ghana. Depuis l'époque glorieuse du royaume Ashanti, quand l'Afrique de l'Ouest portait le surnom prestigieux de
terre de l'or parmi les marchands arabes et européens, jusqu'à l'ère moderne dominée par les multinationales minières, ce métal précieux a toujours collé à l'identité du pays. Pourtant, paradoxe insupportable, une nation assise sur des montagnes d'or continuait de dépendre du dollar de l'euro et des prêts du FMI pour faire tenir son économie. Car exporté brut, le métal jaune engraissait les comptes des compagnies étrangères et laissait le Ghana nu face aux secousses mondiales. Mais le script s'est réécrit. Grâce au programme d'achat d'or lancé par la Banque du Ghana, les exploitants miniers doivent désormais céder 20% de l'or raffiné directement à la Banque centrale, garantissant que cette richesse ne s'évapore plus totalement. En parallèle obligation, leur est faite de transformer une partie de l'or sur place. C'est une double barrière, capter la valeur et forcer l'industrialisation. C'est un véritable coup double qui a frappé l'ancien ordre établi. D'une part, le Ghana a commencé à thésauriser son or, érigeant des réserves comme rempart contre les tempêtes monétaires. D'autre part, il a exigé que la transformation, raffinage, fusion, industrie dérivée, se fasse à domicile. Le message est clair et lourd, de symbole, fini le rôle du pays extracteur qui remplit seulement les coffres étrangers et les vitrines de joaillerie de Londres, New York ou Dubaï. Le Ghana se tient désormais comme un acteur souverain. Chaque once retenue dans le pays équivaut à une once de liberté face aux caprices des marchés internationaux. Pour le citoyen ghanéen, ce n'est pas une mesure technique, c'est une reconquête de dignité. Les multinationales occidentales peuvent de bien râler sur l'augmentation des coûts. Le Ghana détient désormais l'atout maître, son or, n'est plus un présent offert au rabais, mais une arme politique et économique. Avant de continuer, dites-moi franchement, la vidéo vous plaît. Alors, un petit like, un partage, et surtout l'abonnement pour ne rien rater de nos prochains récits sur l'Afrique noire. Très bien, cap, maintenant sur l'Ouganda. Dans les collines verdoyantes de l'Ouganda poussent des grains de café parmi les plus raffinés de la planète. Mais pendant des décennies, le pays est resté prisonnier du vieux piège de l'exportation brute. Les cultivateurs peinaient sous le soleil, récoltant chaque grain avec acharnement, tandis que la richesse lavrée s'envolait au loin. Les géants occidentaux, Nestlé et Starbucks en tête, achetaient à prix cassé, transportaient les sacs jusqu'en Europe ou aux États-Unis, les torréfiaient, les emballaient joliment, puis revendaient ce café à des tarifs qui faisaient pâlir de honte les maigres revenus des paysans ougandais. Le constat était implacable, l'Ouganda demeurait prisonnier pendant que les marques occidentales se gavaient du labeur africain. Mais en 2021, Kampala a sifflé la fin de la partie. Plus question d'exporter des produits agricoles bruts, comme le café ou le thé, le robinet a été fermé, brisant le mécanisme qui aspirait la valeur vers l'étranger. Nouvelle règle, seules les denrées transformées, torréfiées, moulues, emballées, franchiraient désormais les frontières. Pari risqué sans doute. Il fallait bâtir des usines, former des ouvriers, repenser toute la chaîne logistique. Mais le gain est colossal. Chaque sac expédié porte aujourd'hui non seulement des grains, mais aussi des emplois pour les Ougandais, des impôts pour l'État et de la dignité retrouvée pour les cultivateurs. Pour les multinationales du café, c'est un séisme, leurs profits fondent, leurs circuits doivent muter et leur domination s'effrite. Pour l'Ouganda, c'est une renaissance finie. Le rôle de plantation exploité, le pays s'impose comme acteur de plein droit dans l'industrie mondiale du café. Et le message symbolique est puissant, l'Afrique ne travaillera plus pour enrichir les autres, tout en se maintenant dans la misère. Chaque tasse de café ougandais est désormais une gorgée de souveraineté. Le café n'est pas l'unique bataille que mène Kampala. Yoweri Museveni, avec son ton inflexible, a frappé encore plus fort le fer ougandais
ne quittera plus le pays, sauf, dit-il, par-dessus mon cadavre. Et sa logique est imparable. Pendant des années, les cargaisons de minerais quittaient l'Ouganda brutes et bradées pour revenir transformées en acier brillant, et hors de prix. Cette spirale absurde Museveni veut l'arrêter net. Sa ligne éclaire le fer extrait de la terre ougandaise doit désormais nourrir les aciéries locales, pas enrichir celles de l'étranger. En fermant la porte aux exportations, il impose un choix radical aux multinationales, investir dans des hauts fourneaux sur place ou quitter le terrain. Arrive maintenant le Gabon. En 2010, lorsque Libreville a décrété l'interdiction d'exporter des grumes brutes, la planète industrielle a d'abord éclaté de stupeur. Pendant des décennies, l'Europe et l'Asie s'étaient habituées à pomper du bois gabonais bon marché sans transformation pour faire tourner leurs usines de parquets de meubles ou de panneaux luxueux. Le scénario était bien huilé, couper les arbres ici, expédier les grumes là-bas, fabriquer et revendre avec d'énormes marges. Résultat, le Gabon fournissait la matière et le reste du monde encaissait la fortune. Beaucoup prédisaient que cette décision allait asphyxier l'économie locale, faire fuir les acheteurs. Pourtant, c'est l'inverse qui s'est produit. En bloquant les exportations, le pays a obligé la création d'industries de transformation sur son propre sol, scieries, menuiseries, usines de contreplaqué et de mobilier. Les emplois se sont multipliés et l'économie longtemps trop dépendante du bois brut a enfin commencé à se diversifier. Le sens profond de cette décision dépasse largement la simple économie. Par ce geste, le Gabon a adressé un message clair au reste du monde. Nous ne sommes pas votre réserve à ciel ouvert. Nos forêts ne seront plus l'entrepôt brut de l'Europe. Désormais, le bois gabonais n'est pas expédié brut, mais devient le socle du développement national. Les acheteurs étrangers, eux, n'ont plus que deux options: payer plus cher pour acquérir un produit fini sur place ou chercher fortune ailleurs. Dans tous les cas, le rapport de force a changé, c'est Libreville qui tient les rênes. Avec le recul, plus de 10 ans après ce qui semblait une folie, apparaît aujourd'hui comme une vision. Le Mozambique et d'autres pays africains ont emboîté le pas. La leçon est limpide, refuser le rôle de fournisseur de matières premières n'a rien de suicidaire, c'est un choix qui transforme. La stratégie forestière du Gabon résonne comme une vérité incontournable. Les ressources n'ont de valeur réelle que si cette valeur demeure dans le pays qui les possède. Terminons par la Guinée. Alors que la plupart des discussions sur la souveraineté africaine tournent autour du pétrole, de l'or ou des minerais, ce pays a choisi de défendre un bien encore plus vital, la nourriture. Pendant des années, ces terres fertiles ont fourni riz, maïs et igname. Pourtant, une part énorme de ces récoltes prenait le chemin de l'étranger, remplissant les étals lointains, tandis que les Guinéens eux-mêmes affrontaient pénurie et flambée des prix. Le contraste était insoutenable, un sol généreux, mais un peuple affamé. Face à cette absurdité, Conakry a dit « assez ». L'État a interdit l'exportation des denrées de base et recentré la production sur les besoins des foyers guinéens. Un choix qui n'avait rien à voir avec la recherche de profit, mais tout avec une exigence plus essentielle, la dignité humaine. Cette décision proclamait haut et fort: plus jamais les Guinéens ne connaîtront la faim pendant que leurs récoltes s'entassent dans les silos étrangers. Le mot d'ordre était limpide: d'abord, notre peuple. Aux acheteurs occidentaux désormais de changer leurs habitudes et de plier devant cette nouvelle réalité. Les importateurs étrangers, habitués depuis toujours à s'approvisionner en Guinée pour une bouchée de pain, ont été pris de court. Du jour au lendemain, leurs chaînes logistiques se sont rétrécies, leurs factures se sont alourdies, et le mythe d'une Afrique éternellement cantonnée au rôle de garde-manger du monde s'est effondré. Pour Conakry, en revanche, le gain fut immédiat et chargé de sens. Garantir la sécurité alimentaire locale n'était pas une simple mesure politique, c'était l'expression pure et dure de la souveraineté. En plaçant l'assiette de ses propres citoyens avant celle des marchés étrangers, la Guinée
a rappelé une vérité fondamentale. L'indépendance ne se mesure pas seulement à un drapeau ou à des frontières, mais à la capacité d'un pays de nourrir les siens avant quiconque. L'Occident peut bien râler devant ses réserves plus limitées. Le geste guinéen résonne déjà sur tout le continent comme un exemple puissant de reconquête dans ce qu'il y a de plus élémentaire et humain. Cap sur le Mozambique. Si le Gabon avait ouvert la voie, Maputo a choisi d'emprunter le même sentier, mais en allant plus loin, transformer la théorie en réalité concrète. Des décennies durant les forêts mozambicaines furent saignés à blanc, leurs troncs expédiés bruts vers l'Asie et l'Europe. Le schéma était connu, les bûcherons locaux abattaient les compagnies étrangères, transformaient, et les bénéfices s'évaporaient au loin. Mais en 2017, le Mozambique a mis un terme à cette spirale. Plus question de laisser partir une seule grume non traitée. Le raisonnement audacieux mais limpide, si notre bois peut construire vos industries, alors il doit d'abord construire la nôtre. Dès lors, impossible pour les acheteurs étrangers de simplement remplir leurs navires, il fallait investir sur place, acheter du bois déjà travaillé ou quitter le pays. Les effets ont été spectaculaires. Partout surgissent des ateliers de menuiserie, des usines de contreplaqué et de nouvelles professions qui n'existaient pas hier encore. Les ouvriers mozambicains, jadis condamnés à couper des arbres pour une paie dérisoire, touchent désormais un vrai revenu en travaillant dans des unités de transformation qui ajoutent de la valeur avant l'exportation. L'État encaisse davantage d'impôts, les postes de travail se multiplient et peu à peu l'économie s'élargit au lieu de tourner en rond. En cap sur le Niger. Rarement un pays n'a incarné avec autant de brutalité le paradoxe africain, une richesse minérale colossale et pourtant une population accablée par la pauvreté. Dans son sous-sol dorment certains des plus vastes gisements d'uranium de la planète. Mais au lieu d'élever des écoles, de bâtir des hôpitaux ou de créer des industries locales, cet uranium a surtout illuminé Paris. Depuis les années 1970, la France s'est forgée une image de championne de l'énergie propre grâce au nucléaire. Aujourd'hui, encore près de 70% de son électricité dépend de cette filière, donnant à l'Hexagone l'assurance trompeuse d'indépendance et de modernité. Pourtant, si l'on gratte un peu le vernis, la vérité saute aux yeux, cette soi-disant autonomie repose sur du minerai nigérien arraché à bas prix. Pendant des décennies, le marché fonctionnait sur une injustice flagrante. Les compagnies françaises d'Areva, hier à Orano, aujourd'hui, exploitaient l'uranium nigérien grâce à des contrats taillés sur mesure pour Paris, laissant la population locale enfermée dans la misère. Dans les villes minières, paradoxalement, la lumière manquait, les foyers nigériens vivaient dans l'obscurité, tandis que leur sol faisait briller la tour Eiffel. Cette ironie amère résumait à elle seule la relation. Mais l'équilibre bancal s'est brisé net lorsque la nouvelle direction de Niamey a imposé des règles strictes à l'exportation. Le message envoyé à la France fut limpide: terminez les cadeaux désormais, si vous voulez notre uranium, vous en paierez le prix réel. En une nuit, tout le récit de la soi-disant indépendance énergétique française s'est écroulé. Aujourd'hui, la France se heurte à une réalité brutale des coûts énergétiques qui s'envolent contre des stocks d'uranium qui se raréfient, et une vérité difficile à avaler: son électricité repose bien davantage sur le Niger que l'inverse. Pour Niamey, ce bras de fer n'est pas qu'une affaire de finances, c'est une affirmation de souveraineté. En brandissant enfin ses ressources comme une arme stratégique, le Niger a signifié que sa richesse ne serait plus dilapidée sans contrepartie. Pour Paris, c'est une gifle l'aveu amer que le rapport de force s'est inversé. Et le signal lancé au monde entier est retentissant: l'Afrique ne veut plus rester le fournisseur docile de matières premières,
Elle réclame désormais sa place légitime autour de la grande table des puissances. Alors posez-vous la question. L'Occident peut-il réellement tenir debout sans les richesses de l'Afrique? Ces interdictions seront-elles l'étincelle qui forcera enfin un investissement juste et équilibré sur le continent? Ou bien verra-t-on surgir une nouvelle tentative d'asservissement déguisé? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les pays africains doivent-ils franchir une étape supplémentaire et bâtir une alliance commune pour coordonner leurs ressources? Une sorte d'OPEP, version africaine, mais dédiée aux minerais stratégiques, a envie de découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Alors cliquez sur s'abonner et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Ici, nous explorons l'Afrique noire sous toutes ses facettes, son histoire fascinante, ses arts foisonnants, sa culture inépuisable et tant d'autres réalités que le monde gagnerait à connaître. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez branchés, restez branchés.